Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Valley Hoop, le podcast francophone NBA consacré aux Phoenix Suns. Je suis Grégoire et je suis en compagnie aujourd'hui de Malo. Malo, comment ça va? Bonjour à toutes, bonjour à tous, moi ça va très très bien dans cette belle matinée, les Suns sont de retour donc ça va très bien. Ça y est, ouais, on a vu tout l'effectif devant les caméras, devant les micros de la conférence de presse du Media Day qui avait lieu hier pour l'ensemble des équipes NBA, sauf je crois Denver et Boston qui étaient passés la semaine dernière, en fin de semaine dernière. Donc on a eu nos 15 petits joueurs, nos 15 petits Suns qui sont passés devant les micros affûtés des journalistes de l'Arizona et de tous les États-Unis, puisque les Suns sont quand même encore une grosse équipe, quand bien même on ne soit pas parmi les contenders. On va en discuter, on va faire un petit retour rapidement sur ce Media Day avec Malo aujourd'hui. C'est le thème de ce podcast, le Media Day. Bag with the Reemans. These boys are my sons like Phoenix. My city. See the shots that I took. Wet like I'm booked. Raising up, deep three on the way. Durant goes, boom! That is just, Sun came out. I went about to drop top. Alors Malo, je sais pas ce que tu as pensé de ce Media Day, mais moi j'ai trouvé que c'était une journée intéressante. C'est toujours un peu une journée intéressante. J'ai trouvé que le Media Day des Suns cette année était dans la continuité de celui de l'an dernier, relativement rythmé, sous l'empreinte de Matisse Bia qui a vraiment des piles dans le cœur, quoi, qui va vraiment à toute vitesse. On a eu quelques infos en filigrane de tout ce qui s'est dit pendant quasiment les 3 ou 4 heures de conférence de presse. J'ai envie qu'on attaque par cette espèce de gossip ou de steak qu'on a tous les deux entendu à Ouais. demi-mot dans la bouche de Matisse Bia, de Bartelstein, de James Jones et des joueurs. C'est que clairement, avant qu'on rentre vraiment dans les sujets explicites de ce Media Day, clairement l'an dernier il y avait un gros problème avec Frank Vogel. Je sais pas ce que t'en penses, mais là vraiment c'était C'est acté, hein. presque on a presque pu entendre les mots être prononcés, quoi. Ouais, clairement ça l'a pas dit cachement, mais lire entre les lignes, on peut très bien comprendre qu'il y avait quelque chose qui s'était cassé pendant la saison. Pour le coup, je saurais pas dire quand, ou est-ce que ça a déjà accroché à un moment donné. Mais c'est vrai qu'entendre les déclarations, notamment le travail de Bud alors qu'il a toujours pas réellement commencé, dire que cette année, voilà, on a enfin un coach qui, enfin, ils ont pas, enfin un coach qui, voilà, qui a le sens du détail, qui a tout ça, machin. C'est vrai que on a entendu même les joueurs dans leurs déclarations, ça a l'air d'avoir changé vraiment quelque chose l'arrivée de Bud. Donc en tout cas sur ça, tant mieux. On peut que se réjouir. C'est vrai qu'à part ça, on a appris quelques trucs. C'est sûr qu'il faut faire attention, petit disclaimer avant que ça commence. Il faut toujours faire attention à ce qu'on entend au Media Day. Ah oui, clairement. Tout le monde est un shooter à 3 points. Tout le monde défend et va être 10 points cette saison. Donc voilà. Mais ça fait toujours plaisir de revoir les Suns. On a quand même quelques petites infos, en tout cas Ouais. quelques pistes qui devraient suivre pour la saison qu'on s'imaginait pas forcément en plus. Ouais, clairement, avant d'en venir vraiment aux choses qu'on a relevées tous les deux et qui sont, à mon avis, à noter plus que les autres, on va rappeler les impondérables des conférences de presse du Media Day. Mais Matisse Bia et James Jones ont répété qu'on allait donc être compétitif face aux meilleurs. Euh, bon, évidemment. J'allais dire évidemment, à partir du moment où tu as Bradley Beal, Devin Booker et Kevin Durant dans ton équipe, tu te dois d'être compétitif face aux meilleurs, mais c'est toujours bien de le rappeler, ça note, ça continue de noter que Matisse Bia est vraiment très très ambitieux avec cette équipe et qu'il est prêt à se donner les moyens. D'ailleurs, il a adressé quelques mots à propos des aprons et de la luxury tax, etc. Et, euh, et ça fait écho au recrutement de Telem, qui est l'ancien comptable des Nets, qui avait fait le trade pour KD des Warriors aux Nets, qui est maintenant aux Suns. Mais tout ça est pour dire que Matisse Bia, Bartelstein et James Jones, qui sont donc l'espèce de triumvirat de notre front office, sont bien au courant des sous que la franchise est en train de dépenser, pendant que ma chienne est en train de jouer et de faire un bruit monstrueux.
Ils sont bien au courant des sous qu'ils sont en train de dépenser pour faire de cette équipe une équipe compétitive. Donc, effectivement, il y a intérêt à ce qu'on soit compétitif. Et puis, il y a une deuxième déclaration plutôt du côté de James Jones et de Budenholzer qui est d'avoir des recrues pour dynamiser le jeu et créer du mouvement. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on peut trouver souhaitable vu le manque justement de dynamisme et de mouvement dans le jeu l'an dernier, Malo. Ouais, c'est ça. Bah, pour revenir sur ta première partie, c'est vrai que bah, ils ont beaucoup insisté sur le fait, voilà, d'encore être compétitif. De toute façon, c'est le mot qu'on entend depuis l'arrivée de Matisse B être le meilleur possible, constamment chercher à s'améliorer. Et enfin, à chaque fois, il est critique avec lui-même. Il dit que ça passe par lui en premier. Mais voilà, il a aussi beaucoup insisté, je trouve, sur la culture. Phoenix, bien au-delà des Suns, il a beaucoup parlé du Mercury également, parler de tout ce qu'il est en train de faire, voilà, l'aménagement enfin, la diffusion en chaîne locale pour les Suns, enfin, beaucoup, beaucoup de choses. Un nouveau centre d'entraînement pour le Mercury aussi. Donc voilà, il a beaucoup insisté sur cette culture. Et moi, il y a, petite parenthèse, il y a une chose qui m'a vraiment plu. C'était, je sais plus qui l'a dit, je crois que c'était Bartelstein, mais je suis pas sûr. C'était que vraiment, quand les joueurs arrivent, c'est vraiment la première chose qu'ils font, leur parler, mais au-delà du basket, vraiment de ce qui se passe à Phoenix, notamment depuis l'arrivée de Matisse Villa. Et c'est vraiment quelque chose qui, en tout cas, moi, m'a plu. Enfin voilà, toujours cet accent mis sur la culture, vraiment. On sent qu'ils essaient de faire quelque chose autour de cette vallée, Phoenix, mais en tout cas, voilà. Et puis, bah, c'est sûr, un jeu qui devrait se dynamiser un peu plus. En tout cas, enfin, on a vu les talents et les mérites de Tyus Jones et Monte Morris qui ont été vantés toute la soirée pour nous hier soir. Tous les joueurs, en passant par les joueurs même, donc à voir comment ça se produit sur le terrain. Mais c'est vrai que l'année dernière, on entendait dire qu'il n'y avait pas besoin de meneurs. Là, enfin, on a deux meneurs et clairement, on s'est rendu compte que c'est juste parce qu'on ne trouvait pas de meneurs qu'on n'en avait pas l'année dernière parce Oui, que tout le monde en voulait, hein, en tout cas. oui, c'est vrai que l'an dernier, Frank Vogel a dû faire 100 meneurs de métier. Il n'y avait pas de problème de playmaking, on en a suffisamment parlé et puis on n'a pas été les seuls dans Valley Hoop à discuter du faux manque de playmaking dans l'identité de jeu l'an dernier. C'était pas le problème, mais effectivement, ce rôle de meneur, il peut être enfin endossé par Tyus Jones et Monte Morris, qui sont donc tous les deux notre rotation sur ce poste de point guard. Tyus Jones qui a eu une déclaration qui me rappelle beaucoup la déclaration de Grayson Allen l'an dernier, mais de plein d'autres joueurs aussi, de Bradley Beal notamment, qui est I want to win, I want to contend for a championship. Ça veut dire que Tyus Jones est motivé pour gagner, il est motivé pour gagner un titre avec les Phoenix Suns. Qu'est-ce que tu penses de cette déclaration pour un type qui a signé au minimum et seulement pour 1 an, alors que Matibia a dit qu'il voulait le garder sur du plus long terme? Ouais, bah, je pense que c'est vrai pour le coup, même si tous les joueurs, je l'ai dit tout à l'heure, veulent gagner, jouent le titre au Media Day, mais pour Tyus Jones, bah, c'est la première fois qu'il a un vrai rôle dans une équipe compétitive. Et ça, il l'a vraiment dit noir sur blanc. Il a dit que voilà, ça lui faisait vraiment plaisir et c'est pour ça qu'il a signé ici. Et enfin, déjà, le fait de signer ici, au minimum, ça montre qu'il a envie de faire quelque chose, de gagner parce que bah, il a mis quelques millions de côté pour pouvoir jouer ici. Et, je vais reprendre un petit peu les mots de Booker qui l'a dit enfin, dans le vestiaire de Timo Essay quand ça a été annoncé. C'est vrai que tout le monde s'est dit que c'était un braquage et se demandait comment Phoenix avait réussi à faire ça. Je pense que ça veut bien dire sur les intentions de Tyus Jones et bah clairement avoir un titulaire qui bah, qui va vouloir vraiment gagner, qui est là uniquement pour ça. Ça me rappelle peut-être un peu Jake Roder, même si voilà il n'a pas encore l'expérience ni ce côté un peu mentor forcément charismatique de Jake Roder, mais c'est un peu ce genre de joueur, Allen qui était venu l'année dernière et que bah, ça avait grandement marché, Royce O'Neal aussi, qui a pas mal parlé sur ça, et le fait qu'il se sentait très bien ici. Donc c'est vrai que ça fait du bien d'entendre ça, c'est sûr, mais je pense qu'au-delà de la déclaration qui fait plaisir, je pense que c'est une réalité et c'est au-delà de ce qu'il va apporter techniquement, on va dire, sur le terrain, c'est cette mentalité qu'il faut avoir dans l'équipe de bon bah on est tous ensemble, on est là que pour une seule chose, la victoire, quoi. Ouais, c'est la même génération, Tyus Jones, que Devin Booker, hein, en NBA. Ils se connaissaient, du cursus, universitaire, avant ça, Booker en a parlé. Donc je pense que ça fait du bien d'avoir ce genre de joueur,
et surtout d'avoir ce genre de recrue. J'ai l'impression que ça montre encore une fois que Phoenix, quand même ce soit pas du tout un gros marché, ça reste quand même un marché attractif pour aller chercher des free agents, comparé par exemple à Denver ou à Minnesota, qui sont des marchés plus difficiles, Utah aussi, pour recruter des free agents. Phoenix semble être une ville où les gens aiment vivre. C'est Kevin Durant qui en parlait pendant la conférence de presse hier également. Non seulement où les gens aiment vivre, où la communauté semble être relativement cool autour de l'équipe, hyper motivée derrière les sports arizoniens, que ce soit les Diamondbacks, etc. etc. Euh, donc oui, ça fait énormément plaisir, et je pense que c'est ce qui a aussi facilité la signature d'un joueur disons, du talent de Tyus Jones à un salaire aussi dérisoire. Ouais, On bah, va, clair. on va Moi, rester sur les... Ouais, non, je vais vas-y, je juste, t'en prie. ouais, juste bah, conclure, ouais, ça ramène aussi à ce truc de culture dont je parlais tout à l'heure. Je pense que ça doit jouer aussi, mine de rien. Et bah aussi, on n'est pas. Enfin, c'est aussi pour ça que Kevin Durant est venu, par exemple. Donc, si c'était pas la free agency, il a quand même demandé à venir ici. Donc, ça montre que ça fait plaisir qu'une ville comme Phoenix soit attractive, même si on n'est pas forcément la meilleure équipe et on n'est pas l'équipe qui a la capacité de payer le mieux. Donc, c'est vrai que ça fait extrêmement plaisir. En tout cas, en tant que fan. On continue sur les role-players. Gain de muscle du côté de Grayson Allen. On est vraiment sur une version buffle de Ouais. Grayson Allen qui est passé de, je crois, 75 ou 80 kilos à plus de 100 kilos. Ouais, 88 à 104, je crois. Ouais, voilà, 88 à 104 kilos. C'est énorme, c'est absolument énorme en un seul été. Qu'est-ce que tu penses de ce changement physique? Qu'est-ce que tu vois derrière? Bah, moi, juste une petite, enfin, pas inquiétude, mais juste, voilà, j'espère que ça va pas changer par sa mécanique de shoot parce que sur les photos, après, on n'a pas beaucoup vu encore une fois, mais c'est vrai que ça a l'air beaucoup être au niveau des bras, en tout cas enfin, des bras, ouais, épaules, tout ça, ça a l'air vraiment d'avoir pris. Donc, à voir si ça change sa mécanique de tir, en tout cas, si ça le fait perdre ou non en efficacité, si ça le fait perdre ou non en mobilité. Mais enfin, après, je pense que c'est quand même une très bonne chose, notamment défensivement, de pouvoir absorber beaucoup plus le contact. Et je pense que ça montre bah, la volonté de Grayson Allen de s'imposer peut-être ici, en tout cas d'avoir un rôle plus différent, moins créateur, moins un petit peu meneur qu'il avait parfois l'année dernière, mais plus voilà un poste 2-3 qui va plus aller au contact, rechercher les efforts. Et je pense que ça peut passer par la défense notamment. Je sais pas ce que tu en penses, toi. Ouais, à peu près la même chose que toi. Je pense, on l'a déjà dit en plus quand on a fait les podcasts sur les over-under sur l'échelle de Nash lors des deux précédents. C'était dans le premier épisode, je crois, qu'on a parlé de Grayson Allen. On a dit que ça allait être difficile pour Grayson Allen de faire mieux à 3 points que la saison dernière, que ce soit en volume ou en adresse. Par contre, effectivement, l'axe d'amélioration principal et le besoin avec lequel ça colle côté équipe, c'est la défense. Donc ça passe par un renforcement musculaire, ça passe par aussi de la lecture et de l'intelligence en défense, mais aussi par du gain de poids. Donc je pense que ça a été une consigne donnée sans doute par le front office et le coaching staff dès l'arrivée de Budenholzer à Phoenix. Grayson, tu dois te remplumer parce que tu vas avoir des missions défensives sur des ailiers qui vont être un petit peu plus grands que toi. Donc, il va falloir que tu leur rentres dedans et que ce soit toi qui as l'avantage physique sur eux ou en tout cas que ce soit ISO. Moi, je vois ça d'un très bon œil. Je pense pas que ça influence sa mécanique de tir qui est très bonne et qui est surtout bien ancrée dans son corps. C'est pas quelqu'un qui a dû la retravailler au cours de sa carrière. Et je ne pense pas qu'ajouter quasiment 20 kilos de muscle vraiment change énormément sa mécanique de tir. Je me souviens plus à combien il est en pourcentage, mais même s'il baisse de 5 ou 7% l'an Oui. prochain à 3 points, Enfin, s'il est autour des 40%, ça restera très très utile exactement, quoi ça, qu'il arrive. ça reste quand même très très utile, ça reste même élite, surtout sur son volume, donc pas de souci quoi. Quel rôle pour Bol Bol? Moi j'aime beaucoup beaucoup ce joueur, je trouve que c'est un des chouchous de l'équipe en ce moment, et il y en a, en vrai, il y en a pas tant que ça. Il y en a peut-être qui sont en devenir, Ryan Dunn et Ozo Ighodaro, des chouchous, les nouveaux Twins de l'Arizona. Mais Bol Bol, c'est un des fan favorites, comme on dit. Quel rôle pour lui? C'est une question que j'ai l'impression que t'as envie de creuser, quoi. Ouais, bah clairement, enfin, j'ai été vraiment surpris parce que ça, on a parlé vraiment, bah, encore une fois, cash. Là, c'est l'une des vraiment infos, on s'attendait pas forcément. Ça a vraiment parlé d'un vrai rôle pour Bol Bol. Déjà, ils se sont félicités de sa signature, ça c'est vrai.
parce que voilà, il est arrivé l'année dernière, moi le premier, j'en attendais pas grand-chose et je pense que personne n'en attendait vraiment quelque chose. Mais il a fini par gagner sa place dans la rotation, par se faire aimer des fans et bah, il était bon. C'était surtout ça qui était important et sur des choses, voilà, la régularité, la constance, tout ça, des choses qu'on justement lui reprochait. Et donc ça, c'est vraiment intéressant. Et là, ça en a vraiment parlé comme un membre important de la rotation. C'est Bud qui a souligné vraiment son impact quand il était en compagnie de Youssouf Nurkic. Donc on devrait le voir, je pense, en deuxième rotation très souvent avec Youssouf Nurkic. Et donc ça amène, enfin, je pense que c'est surtout pour ça que c'est intéressant, notamment de pointer cette relation qui en plus, bah, il a raison, hein, les chiffres le montrent et le l'eye test, comme on dit, le montre aussi. Les deux s'entendent bien, ils sont complémentaires et bah, ça montre aussi que du coup, Youssouf Nurkic aura peut-être des minutes un peu plus avec le banc et que allez, le 5 de départ pourra, en tout cas avec les cadres, partira peut-être sur du small ball, peut-être sur Mason Plumlee, mais je pense qu'on aura quand même une bonne partie de small ball avec pourquoi pas un KD en 5, justement un Grayson Allen ou un Ross O'Neal qui pourrait venir s'ajouter et faire parler un petit peu leur physique entre guillemets. Donc très très content, enfin très très hâte surtout de voir ce que ça va donner Bol Bol cette année. S'il garde la même constance et le même apport, parce qu'il apportait vraiment quelque chose de différent par sa taille, le fait qu'il soit vraiment longiligne, quoi. Et donc à voir, et je pense que ça peut aussi amener au-delà de l'apport de Bol Bol, un petit peu une restructuration de la rotation. Moi, c'est ce que j'en ai lu. Je sais pas si toi, tu as une vision différente sur ça. Non, moi j'ai beaucoup aimé ce qui a été dit, autour de Ball pendant ce Media Day. J'avoue qu'à la resignature, j'étais curieux de savoir si la saison qu'il nous avait fait l'an dernier avec, une très bonne adresse, à 3 points pour le volume, et surtout une super adresse de très près. J'avoue que j'étais surpris de savoir si on allait parier sur la continuité ou si on allait essayer d'aller chercher quelqu'un d'autre. On a parié sur la continuité, mais surtout, Budenholzer a l'air, content de ce pari-là et content de l'avoir dans son effectif. Et j'ai l'impression qu'il a en tête une utilisation de Bol dont on va sans doute se réjouir. Et j'espère que ce sera le cas. J'espère d'abord pour Bol et aussi pour les Suns. Parce que comme je l'ai dit, c'est un joueur que j'aime bien. Mais je pense que c'est effectivement un joueur qui peut s'intégrer sur les places 7, 8, 9 de la rotation et apporter des trucs assez cool. J'ai hâte de voir comment, dans la mathématique de Budenholzer. J'ai hâte de voir comment et je pense qu'on va pouvoir se poser des questions intéressantes à son propos lors de la preview qu'on enregistrera pour la semaine prochaine. La philosophie de Bud, c'est un des gros sujets, j'ai trouvé, de cette conférence de presse du Media Day, et notamment une sorte de fermeté que j'ai sentie, non pas de chez lui, de sa part quand il a parlé, mais du ressenti que les joueurs avaient eu après leurs entretiens avec lui. Dans la bouche notamment de Booker, dans la bouche de Kevin Durant et surtout de Bradley Beal, j'ai senti que Budenholzer avait donné ses principes de jeu, puisque ça fait déjà quelques semaines qu'ils commencent à bosser à l'entraînement tous ensemble à l'effectif. Euh, et j'ai l'impression qu'il y a des préceptes de jeu que Budenholzer a mis sur la table sans que ce soit négociable. Et j'avoue que j'aime bien ça, et notamment le shoot à 3 points. Évidemment, Valley Hoop, on a répété non-stop qu'on voulait voir cette équipe shooter davantage à 3 points l'an prochain. Et je crois que Budenholzer est bien d'accord avec nous. Il doit nous écouter, je pense, hein. Ouais, c'est clair. Là, il a dit qu'il était pas trop sur les réseaux en plus, mais ah bah c'est clair. En tout cas, ça fait du bien d'avoir. Je sais pas si c'est la bonne, mais en tout cas, c'est au-delà du fait que ce soit celle qu'on voulait, bah, avoir un peu une identité de jeu, en tout cas un coach qui sait clairement ce qu'il veut faire. Mais voilà, avec tout le respect que j'ai pour Monty Williams, pardon. Bah, des fois, on avait un petit peu, surtout sur la fin, pas vraiment l'impression qu'il y a un plan de jeu défini, en tout cas un style particulier à cette équipe. L'année dernière, j'ai envie de dire, n'en parlons pas. Et voilà, j'ai un petit peu rejoint les joueurs là-dessus. Mais c'est vrai que, en tout cas, c'est clair sur le fait qu'on bah, on va tirer beaucoup plus à 3 points. Le jeu va se jouer sur ça. Et il l'a dit, ça passera surtout par les meneurs qui vont pouvoir organiser ce jeu-là.
et mettre Kevin Durant, Devin Booker, Bradley Beal notamment dans les meilleures conditions. Bradley Beal l'a avoué de lui-même qu'avoir un meneur, ça allait lui permettre de retrouver un peu son rôle, le joueur qu'il est. Et même Bud l'a quand même affiché, notamment avec Nurkic. Il a été interrogé sur les vidéos qu'on a vues de Nurkic pendant l'été où il tirait à 3 points, voilà. Vidéo un petit peu de com, bah clairement il a dit que c'était quelque chose qu'il avait vu avec Nurkic, que voilà, ça allait pas devenir Brook Lopez qu'il avait au Bucks, mais qui va en tout cas travailler sur ça. Il avait dit, il a parlé de push that envelope pour être plus précis. Donc il a quand même montré cette fermeté publiquement, mais c'est vrai que voilà, avoir un coach qui sait ce qu'il veut, voilà, c'est pas forcément la bonne direction, mais en tout cas au moins on a un cap clair euh, pour voilà, te faire un petit peu plaisir. En tout cas, un cap clair qui est défini et je pense que ça ne peut qu'être une bonne chose. On a un cap clair. Ouais, on a un cap clair qui est de shooter davantage en volume à 3 points. Il y a un truc que j'ai noté qui est relié à ça aussi, c'est la disposition des joueurs sur le terrain, et notamment le fait que Tyus Jones et Monte Morris sont des joueurs qui sont capables de shooter à 3 points, ce qui devrait aussi faciliter les drive and kick de Devin Booker et de Bradley Beal. Moi, j'ai très hâte de voir effectivement des kick-out de Booker et de Bill qui sont jamais avares pour faire des passes vers les shooters que sont Tyus Jones, Kevin Durant et puis les autres. Et puis si Nurkic peut en rentrer un ou deux par match en prenant 4 ou 5, et ben pourquoi pas. Après, il a dit, je vais pas en prendre 10 par match. Évidemment, tu vas pas en prendre 10. Si tu en prends 10, c'est qu'il y a un gros problème. C'est qu'il y a un gros problème et qu'il faut que Budenholzer prenne le même chemin que Frank Vogel. Mais c'est cool d'entendre ça, c'est rassurant, je pense, parce que c'était un des problèmes structurels majeurs de l'équipe l'an passé. Quid de la défense? J'ai trouvé par contre que pendant ce Media Day, peu de communication autour de l'organisation défensive de l'équipe. Alors d'accord, on n'a peut-être pas le matos pour disons, s'affirmer en tant qu'équipe qui vise l'élite des défenses NBA. Pour autant, on a un meilleur matériel que l'an dernier sur les questions défensives. On a aussi un matériel qui a travaillé sur son physique pour mieux défendre l'an prochain. Mais du coup, on a effectivement une situation défensive sur laquelle on n'a pas eu trop ni de questions ni de réponses pendant ce Media Day. Euh, Moi, j'ai l'impression qu'on peut faire mieux que l'an prochain. Je pense qu'on peut se rapprocher du top 10 des défenses NBA. Mais l'absence de ce sujet dans le Media Day me semble montrer une chose, c'est que l'ambition principale de l'équipe, c'est d'être absolument élite en attaque et de miser à nouveau une saison de plus là-dessus. Qu'est-ce que tu en Ouais, penses? bah c'est la vision qu'on avait l'année dernière de cette équipe. Voilà, on l'a dit pendant les previews, vous l'avez dit, enfin, que tous les organisateurs, suiveurs Suns même extérieurs, on dit que voilà, on allait être une équipe tournée vraiment vers l'attaque et bah, ça n'a pas été tellement le cas, même si notre attaque était dans le top 10 de la ligue, c'était pas du tout assez vu le matériel qu'on avait. Et bah là, je pense qu'on va définitivement se tourner vers ça. Vogel a essayé de faire un entre-deux, ça n'a pas marché. À voir comment ça se passe cette année. C'est vrai que j'ai été un peu surpris par le manque de questions, en plus par le fait que voilà, les dirigeants, les joueurs n'en parlent pas forcément. Peut-être aussi que c'est, on va dire pas une consigne, mais quelque chose voilà qu'on essaie de garder un petit peu. Peut-être que voilà, il y a un plan qui a été imaginé, même voilà, on va pas être la meilleure défense NBA, ça c'est, je pense que c'est une certitude. Mais voilà, il y a peut-être des choses qui ont été imaginées qu'on voilà, on n'a pas forcément envie d'en parler. À voir, voilà, tu disais qu'on avait du matos présent qui a peut-être évolué là-dessus. Je pense à Grayson Allen, dont on a déjà parlé Ouais, tout à sur l'heure. les muscles, ouais. Ouais. C'est ça, peut-être Bol Bol aussi, à voir quel rôle il aura. Voilà, sa taille, le fait qu'il puisse couvrir plusieurs zones en même temps, ça peut être intéressant en défense, savoir comment Booker, Bradley Beal aussi prennent ce côté-là en main aussi. On a vu Booker vraiment se concentrer sur ça cet été, donc pourquoi pas. Mais c'est vrai que ça, en tout cas, encore une fois, ça revient sur ce cap clair dont on parlait de bon bah on sait ce qu'on fait, on délaisse peut-être la défense, mais en tout cas on a une idée claire et on n'est pas un petit peu essayé de faire un peu tout, mais sans tout bien faire. Donc voilà, c'est le Gérard avec cap clair encore une fois, laisser un petit peu peut-être la défense de côté, mais au moins, on a un plan en attaque pour contrer ça, donc à voir comment ça se passe. Mais c'est vrai que on va pas être la meilleure défense de la ligue cette saison, mais je pense que ça surprend personne, et limite tant mieux entre guillemets.
Ouais, mais pour autant, j'imagine mal, on en discutera davantage dans la preview, hein, mais j'imagine mal les Suns être une équipe, catastrophique en défense. Je ne nous vois pas du tout être, je ne nous vois pas du tout dépasser le top enfin, je ne nous vois pas du tout être moins bon que l'an dernier. L'an dernier, on était top 13 NBA. Moi, honnêtement, je ne nous vois pas passer, en dessous des 13 et je nous vois plutôt entre la 9 et la 11e place autour du top 10, ce qui serait pas trop mal, mais je pense que si on veut avoir vraiment des chances de titre, il faut qu'on soit plus haut que ça dans le top 7 à mon avis. Mais on en discutera lors de la preview la semaine prochaine. On va passer à ce qu'on sait des stars désormais dans ce Media Day. On a évidemment Kevin Durant, Bradley Beal et Devin Booker qui se sont exprimés à la fois devant les journalistes de la conférence de presse, mais aussi devant les animateurs de la chaîne des Suns. Premier sujet, la prolongation de Kevin Durant, c'est dans les tiroirs. Il a 36 ans, il a fêté son anniversaire il y a quelques jours. Il a 36 ans. Prolongation ou pas prolongation, ça paraît être dans les tuyaux. En tout cas, c'est une discussion qui semble saine, selon les propos de Kevin Durant avec le front office de Phoenix. Comment tu vois la situation de cette prolongation? Est-ce que tu penses que ça va se faire et sous quel délai et avec quelle longueur de contrat? Bah, c'est ouais, c'est ça que moi j'attends plus. Je pense que ça sera peut-être sûrement tôt ou tard parce que pour que Matisse bien en parle aussi clairement et cachement, je pense que c'est quelque chose qui est presque, enfin pas forcément fait, mais en tout cas c'est bien avancé. Voilà, il a clairement dit que ça en avait discuté avec Kevin Durant pendant l'été, que Phoenix adorait Kevin Durant, que Kevin Durant adorait Phoenix, adorait Tracy, mais que publiquement il n'en parlait pas encore. À voir aussi, c'est qu'il a 36 ans, il lui reste 2 ans de contrat, me semble-t-il, jusqu'en 2026. Donc voilà, est-ce que ce serait un peu une renégociation de salaire, un contrat voilà 3 ans avec peut-être une baisse de salaire ou quoi, je n'en sais rien en tout cas. J'ai pas vraiment d'idée là-dessus. Ça m'a limite surpris en fait que ça en parle autant parce que ça semble vraiment presque acté. En tout cas, ça en a beaucoup discuté. Donc sur ça, je sais vraiment pas trop quoi en penser. Je sais pas si tu as une vision un peu plus claire là-dessus. Pas du tout, non. C'est vrai que c'est des sujets, les contrats qui sont aussi à mettre en perspective avec le nouveau CBA. À quel point les Suns seront capables de construire une équipe contender et véritablement contender, avec un contrat aussi lourd, avec 3 contrats aussi lourds puisqu'on a la prolongation de Devin Booker qui kick in bien qui a déjà, kick-in et qui du coup, on a 3 joueurs à quasiment 60 millions. À quel point on est capable de construire une équipe contender avec 3 joueurs à ce niveau-là contractuel. Kevin Durant est là jusqu'en 2026. Je crois que Bradley Beal est là même après. Donc il 2027, faut, ouais, je crois. ouais, voilà, c'est ça. Il faut bien voir les tenants et les aboutissants et comment ça va se négocier. Euh, mais, euh, mais oui, c'est sûr que en tout cas, c'est un sujet qui, au-delà du fait de conserver Kevin Durant dans l'effectif, même après ses 37 ou 38 ans, il y a surtout la question de savoir comment l'équipe se projette une fois que Devin Booker va arriver dans le début de sa fin de carrière, c'est-à-dire après ses 32 ans. C'est ça, après, Dans ça. Devin Booker Ouais. est à sa 10e saison NBA. C'est intéressant de savoir comment on construit un effectif avec des aussi gros salaires, alors qu'on en a 2 sur 3 qui sont plus proches de leur fin de carrière que du début et de leur prime, quoi. En parlant de Bradley Beal, moi j'aime beaucoup le joueur dans ses déclarations avec la presse. J'ai trouvé sa saison l'an dernier pleine d'envie et de volonté, ce qui n'était pas forcément le cas de toutes les stars et de tous les joueurs de l'équipe au fil de la saison. Je fais partie de ceux qui défendront volontiers la saison de Bradley Beal en 2023-2024, quand même statistiquement et sur le terrain, on n'est pas forcément trouvé le joueur qu'on espérait, et même que le front office espérait quand ils ont tradé pour lui. J'ai hâte que cette saison commence parce que je pense que c'est effectivement une saison où Bradley Beal peut montrer ce pourquoi il est payé aussi cher en NBA. On l'a dit d'ailleurs sur l'épisode dans les over-under sur l'échelle de Nash, on a dit qu'il était capable d'aller chercher au moins les 20 points par match. C'est le consensus qu'on a réussi à avoir. Moi, je pense qu'il peut aller même chercher un petit peu plus au-dessus que ça. Mais c'est encore un joueur qui s'est déclaré prêt à prouver sa valeur. Je ne sais pas ce que tu as pensé de ces déclarations, mais moi j'ai vraiment beaucoup aimé encore une fois. Ouais, bah, clairement, j'ai hâte de voir ce qu'il va donner. C'est vrai que l'année dernière, surtout en fin de saison, c'était le leader de l'équipe. Carrément, c'était le seul qui montrait qu'il avait envie
Voilà, il y avait clairement une cassure avec Frank Vogel, on en a parlé en introduction. Mmh mh. Mais c'était le seul voilà, qui montrait qu'il avait vraiment envie de faire quelque chose, donc ça, c'est plus que positif. Après, pour revenir à ses déclarations, que j'ai bien aimé, j'avais surtout envie de voir, voilà, il avait l'air très très satisfait, lui en tout cas, de l'arrivée d'un meneur et de deux meneurs même, qui sont en plus très bons gestionnaires. C'est vrai qu'en tout cas, ça lui a dit enfin, il a dit qu'il était très satisfait de ça, que ça allait, qu'on allait pouvoir retrouver le joueur qu'il était. J'ai aussi bien aimé voilà, le fait qu'il tout de suite parle avec Mike Budenholzer qui lui a montré des clips comme quoi il hésitait de tirer à 3 points des fois. Donc encore une fois, ça revient sur le fait que Budenholzer est déjà bien en train de préparer des choses et bien en place en train de travailler avec ce cap clair pour voilà, reprendre l'expression. Mais en tout cas, j'ai vraiment bien aimé. J'attends beaucoup de Bradley Beal cette saison. J'ai beaucoup d'espoir en lui. Je pense qu'il est capable de vraiment passer, enfin, pas, je veux dire, passer un cap, en tout cas retrouver. Voilà, on n'aura pas le Bradley Beal à 30 points qu'on avait dans sa période prime au Wizards, mais je pense qu'on peut retrouver un très très bon Bradley Beal. Et c'est plus qu'important, et notamment son rôle en défense, à voir comment il se passe. Mais il a montré qu'il était capable. Donc bon, voilà, si on veut être compétitif, très compétitif, tu parlais voilà, d'être plus haut que le top 10, ça passera peut-être aussi par un Bradley Beal très très bon de ce côté-là. Il en est capable. J'attends de lui ça aussi, mais j'y crois. J'attends, mais j'y crois en tout cas. Alors il a quel âge, Bradley Beal? Bonne question par contre. Bradley Beal, je Euh, crois qu'il a 31 ou 32. 31 ans, Ah ouais. là là, mais c'est terrible, c'est terrible. Voilà, c'est ça, 31. OK, c'est bon, c'est bon. Il vient d'avoir 31, ouais. Allez, c'est parti. On va maintenant parler de Devin Booker, le franchise player. Moi, ce que j'ai aimé, c'est la tranquillité d'esprit avec laquelle Devin Booker s'est montré devant les journalistes. J'ai l'impression qu'il a passé d'abord un très bon été. J'ai l'impression qu'il a passé un été euh, épanouissant pour lui en tant qu'humain et que ça lui a peut-être permis de faire la paix avec la saison qu'il a passée l'an dernier, qui était à mon avis pas à la hauteur de ses ambitions du tout et de son plan. C'est un joueur plutôt taiseux habituellement, qui est pas toujours facile à cerner en conférence de presse, mais là, j'ai trouvé qu'on avait eu une conférence de presse avec un Devin Booker enjoué, qui avait vraiment envie de répondre aux questions et de donner des billes, et notamment face aux journalistes de la chaîne des Suns, Mais clairement. sur laquelle il a notamment blagué sur le plongeon de Kevin Durant pendant leurs vacances en commun, Sur qui s'est Bud confié aussi. sur Il a blagué sur Bud aussi. Ouais, Comme quoi il sur lui la devait une blague qu'il a blague. fait à Mm. Bud, ouais, exactement, sur le fait que Bud lui devait une bague. Il y a aussi tout le passage sur Tyus Jones et sur Monte Morris, à quel point il trouvait que leur venue était salvatrice d'une certaine façon. Sur les rookies aussi, sa volonté de jouer avec eux sur le terrain et de les voir impliqués dans les rotations des Suns la saison prochaine. Et moi, j'ai trouvé que Devin Booker, qui entame donc sa 10e saison à NBA à 27 ans, j'ai trouvé que là, on a un Devin Booker mûr. C'était parfaitement mûr. On pouvait se poser des questions encore il y a quelques saisons sur est-ce qu'il est prêt. Moi, je suis un convaincu depuis très longtemps que Devin Booker est le franchise player et je le dis volontiers. J'adore que Devin Booker soit le franchise player des Phoenix Suns, mais là, je trouve qu'on atteint un niveau de sérénité qui est digne de vision dans le Marvel Cinematic Universe. Ouais, On a vraiment clairement. l'impression qu'il a vu l'avenir, qu'il a vu comment il fallait qu'il joue, comment il fallait qu'il se comporte en tant que leader, comment se comporter avec Bradley Beal et Kevin Durant à côté de lui, comment faire corps avec les systèmes de Bud, et que cette expérience olympique dans laquelle il a été monstrueux et surtout dans laquelle il a redoré son image publique. Surtout aux US, ouais. Ouais, il y a beaucoup de fans aux US et aussi en France, hein, d'ailleurs, Oui. qui avaient pas du tout cette image de lui, l'image de quelqu'un qui va dans la rue rencontrer les fans, distribuer des chaussures, qui se met au service du collectif, qui change complètement de rôle et qui est élite sur tout ce qu'il fait des deux côtés du terrain. J'ai l'impression que tout ça l'a rendu beaucoup plus serein vis-à-vis de lui-même et qu'il est enfin prêt, ou en tout cas encore plus qu'avant, à mettre la franchise sur ses épaules, quoi. Ouais, bah clairement. Je pense qu'il a passé un été qui l'a fait vraiment gagner en maturité.
comme tu l'as dit, voilà, il avait l'air vraiment d'avoir apprécié son été avec Team USA, même à côté, voilà, on le voyait des images en vacances. On sait que c'est, enfin, en tout cas, quelqu'un qui aime beaucoup, calme, tranquille, quelqu'un de très posé. Et il a eu à la fois le côté basket, côté bah, victoire basket, ce changement aussi de rôle et de perception auprès du public. Je parlais américain parce que bah, c'était avec Team USA, donc forcément ses détracteurs étaient obligés de le soutenir un petit peu. Mais même voilà, dans son jeu, en fait, tout simplement, il a gagné en maturité dans ce rôle-là, qu'il n'était pas forcément capable de faire tout le temps, pas forcément capable de le faire tout court, même quand on le voyait à Phoenix. Donc c'est vraiment plaisant. Voilà, on le sent épanoui aussi. Il a parlé de futur, d'une édition 2, on va dire, de sa chaussure également. Donc il a beaucoup de projets. Enfin, il est vraiment épanoui. Il a l'air épanoui en tout cas dans tout ce qu'il fait. Et j'ai l'impression qu'on a en fait le Devin Booker que j'attendais la saison passée. Vraiment un grand patron, sage, calme, enfin très posé, très sûr de lui et qui emmène les autres avec lui. Ça n'a pas du tout été le cas l'année dernière et j'étais le premier déçu, j'ai envie de dire, parce que bah, enfin, je ne cache pas mon amour pour ce joueur. Et là, je pense qu'il a un petit peu peut-être passé ce cap, en tout cas, je l'espère. Il a enfin montré, voilà, il a aussi parlé de rebondir sur la défaite de l'année dernière. Ça, c'est un petit peu obligatoire comme question, mais il a l'air aussi d'apprécier Budenholzer. Il a aussi parlé qu'il avait fait du golf avec lui. Je crois qu'il avait même perdu. Enfin, c'est vrai qu'il a l'air vraiment épanoui, beaucoup souriant, très beaucoup à chercher les blagues. C'est pas son habitude, comme tu l'as dit. Et je pense que c'est, bah, en tout cas, j'espère aussi un Devin Booker, enfin prêt à aller amener toute cette équipe derrière lui, avec lui plutôt, et d'aller le plus loin possible. Mais en tout cas, très très hâte de voir. Devin Booker version 10e saison. J'ai beaucoup d'espoir, j'en avais déjà après le dernier podcast, et là j'en ai encore plus après ce Media Day. Ce Media Day, ouais, je te rejoins. Pour moi, c'est en plus pour moi, c'est vraiment le témoignage qu'il se sent bien dans la franchise avec le front office et avec la structure autour de lui. Aussi, Et je trouve que ça, pour nous, c'est un très bon signal. C'est le signal que la franchise tourne bien, qu'elle écoute son franchise player, qu'ils ont un dialogue qui est positif, qui est sain. Et ça, c'est quelque chose de très, j'allais dire, valuable dans une franchise. Quand tout se passe bien entre ton franchise player, ton coach et le front office, tu vois, c'est quand même c'est la structure dont tu as besoin. C'est ce mais que dit clairement. souvent Bastien de Trash Talk, c'est ce qu'il répète assez souvent et à juste titre. Ouais, bah, C'est que enfin, on sait quand qu'il tu as est cette. Ouais, consulté pour les grandes décisions, que ce soit du vestiaire ou quoi, de l'effectif. On sait qu'il est consulté pour ça et enfin, ça l'a encore prouvé là. Je pense que l'arrivée de Mati JPA, lui a fait énormément de bien. Euh, en tout cas, ça montre aussi qu'avec Frank Vogel, c'était pas du tout ça. ouais, c'est Mais clair. en tout C'est cas, vertigineux, hein. ouais, C'est vraiment. Enfin, si vous n'avez pas vu le Media Day, je vous recommande de le regarder. À la limite, vous le regardez en accéléré en 1.5 sur YouTube. Mais vraiment, ouais, on rigole avec Malo de Frank Vogel, mais tout le long de la conférence de presse, que ce soit le front office, les 3 stars ou quelques role-players, tout le long, on sent que tout le monde est soulagé que Frank Vogel ne soit plus dans l'équipe. Vraiment, ouais. on le sent, quoi. C'est Ouais, vraiment bah, terrible. je pensais pas que c'était à ce point-là parce que Moi non plus, il hein. y avait déjà eu l'article juste après son licenciement qui annonçait que voilà, enfin, le vestiaire l'avait lâché, que ça se foutait presque de sa tronche dans le vestiaire en face de lui. Mais là, je pense que, enfin, je pensais pas que c'était autant pour que ça se montre entre guillemets aussi Ah ouais, publiquement. non, là, c'est C'est que c'est c'est c'était, Raymond Domenech, en fait. On ouais, est sur on est sur clairement, hein. on est sur Raymond Domenech de l'Arizona, quoi. Et je pense que c'est en premier lieu Booker et Durant. Ouais, ouais, Enfin, ouais, ouais. on voyait Durant à la fin, il en faisait presque qu'à sa tête. Booker qui a au début c'est ce rôle de meneur qu'on abusait. Je sais pas si c'était pour plaire à Vogel ou pas, mais c'est vrai qu'à la fin on le sentait plus du tout impliqué. Ouais, ouais, ouais. Enfin ça, pour le coup c'est vraiment quelque chose je m'attendais pas du tout autant. Non, moi non Et plus. Je c'est m'attendais limite pas à autant, ouais. et c'est source d'espoir limite parce que bah avec un effectif qui ne suivait pas son coach, on a quand même enfin, fait 49 victoires, qualifié en playoffs directement. Donc là avec un coach qui semble savoir ce qu'il fait et qui a l'air en tout cas d'avoir l'approbation des joueurs. Ça, en tout cas, il y a une marge de progression
comparé à l'année dernière qui est visible sans même parler de l'évolution de l'effectif. Donc il y a des sources J'aime d'espoir. bien ce que j'entends. Tu es en train Ouais, de me rejoindre dans le let's go Mélécha, dans la autre milice titre. du let's go. On fait ça en l'absence de Rodolphe, qu'on embrasse évidemment. Ouais, clairement. Il y a pas son pragmatisme habituel pour nous ramener sur terre. Donc, on va clôturer ce podcast sur cette note positive et pleine d'espoir pour la saison prochaine, pleine d'ambition. Merci à toutes et tous pour votre écoute. Merci Malo d'avoir fait ce petit débrief avec moi. On se Avec grand retrouve la plaisir. semaine prochaine pour la preview, la grande preview de la saison. Il y aura plus d'une demi-heure, trois quarts d'heure de podcast, croyez-moi. Il y aura de quoi manger. On va discuter en long et en large de la saison à venir. Calendrier, joueurs, rotation, 5 majeurs, 5 qui finit les matchs, tactiques qu'on peut attendre de la part de Budenholzer. Voilà, ça va être top. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine sur YouTube ou sur votre plateforme de podcast préférée. Et on vous dit à très bientôt. My On son's va like Phoenix, my À city. bientôt. See the shots that I took, ay, wet like I'm booked. Ay. Raising up, deep three on the way. Durant goes, boom! That is just, Sun came out, I went about to drop top.